Bonjour, alors aujourd'hui on va parler API et surtout API Marketplace, et cette fois-ci dans un contexte extrêmement lié à l'OPT et qui est en cours de construction avec des perspectives extrêmement concrètes dans un futur très proche. Donc c'est un support qui a été présenté hier en session, et là aujourd'hui je voudrais le partager de manière plus large pour que les gens puissent échanger dessus, discuter et avoir des contributions, des contributeurs ou de nouvelles idées. En tout cas, ouvrir les chakras entre les différents profils et voir les différentes directions à l'OPT. Donc déjà, on voit que sur la partie gauche, il y a le logo de l'OPT, bien sûr, mais il y a le logo de Google, et plus précisément Google Cloud, qui est lié à une constellation de produits. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être Apigee. Donc, j'ai déjà eu des remarques hier, donc c'est bien, ça me fait de l'input pour la présentation d'aujourd'hui. Donc digitalisation, ça je pense que tout le monde est au fait, ou en tout cas est en cours d'être vraiment au fait de ce que ça veut dire, même si on va rentrer de plus en plus dans le vif du sujet. Et j'ai eu des interrogations sur pourquoi des accolades autour de G. Est-ce que c'est juste pour faire rigolo? Est-ce que c'est pour faire beau? Eh bien non, ce n'est pas pour faire rigolo, ce n'est pas pour faire beau. Donc en fait c'est une petite astuce. Donc on va parler d'API, donc ce sont des interfaces, des programmes pour rendre les choses interopérables. Et les accolades, ça sous-entend certains formats de données. Donc par exemple, c'est du JSON, et le JSON utilise énormément, on va tomber dessus, voilà, on utilise énormément l'accolade pour spécifier un contenu. Donc là, typiquement, c'est une petite astuce pour dire qu'on va utiliser du JSON essentiellement, qu'on va utiliser des API et qu'on va utiliser Apigee qui est un produit Google. Ensuite, le deuxième mot technique, ça va être Marketplace. Marketplace, comme le suggère l'image qui est ici, c'est le concept que les gens viennent au supermarché pour se servir eux-mêmes et payer eux-mêmes les services qui les intéressent le plus. Et donc là, qui c'est qui met les produits sur les rayons? Ça va être nous, ça va être l'OPT. Et qui sont les clients qui vont venir se servir dessus? Eh bien, à commencer, ça va peut-être être l'OPT lui-même, et également des clients tels que des business tiers, des organisations, du privé, du public, ou des développeurs indépendants qui veulent faire de l'innovation en s'appuyant sur les services de l'OPT. Et donc, l'objectif de toute cette démarche, il ne faut vraiment pas l'oublier, à chaque fois qu'on va se poser la question, mais pourquoi on fait tous ces efforts, pourquoi on fait ces investissements? C'est pour délivrer efficacement nos services digitaux. Et efficacement, on va voir ce que ça veut dire dans les slides qui viennent. Donc, juste pour rappeler le contexte, sur la digitalisation, d'abord on va s'occuper de la stratégie data. Une fois qu'on a une fondation de stratégie data qui est clairement établie, posée, urbanisée, avec une roadmap et des objectifs clairs, et dans le temps et techniquement, on va pouvoir attaquer la démarche d'API management qui va venir packager toutes ces stratégies data de manière opérationnelle si on veut. Ensuite, je vais aborder la contextualisation. Donc la contextualisation, ça veut dire toute cette théorie de démarche, de stratégie, etc. Comment est-ce que nous, à l'OPT, ça va devenir concret dans notre quotidien pour rendre du service? Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Et ensuite, quels sont les prérequis techniques pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages, de toute cette automatisation pour rendre nos services interopérables et surtout que les gens puissent venir se servir par eux-mêmes. Ça, c'est vraiment l'objectif ultime. Et ensuite, cerise sur le gâteau, la monétisation, puisque généralement, quand on vend des produits, c'est rare que ce soit gratuit. Donc, la stratégie data, ça, c'est vraiment la partie la plus fondamentale. Sans ça, il n'y a pas d'API, mais il y a énormément d'autres choses qui dépendent de la stratégie data. Donc, comme vous pouvez voir, l'étape 1, c'est la maturité et le développement de la culture data. Donc, la culture data, exactement, comment faire monter la culture data au sein de l'entreprise, au sein de tous les personnels de l'entreprise, c'est ce que par exemple, je suis en train de faire ici, ou en allant sur le feed interne de l'entreprise, dont l'objectif est de faire monter une culture transverse,
Donc il suffit d'aller sur Viva Engage et d'aller sur Appisionado, où des contenus sont uniquement dédiés, donc comme vous pouvez le voir, au fait de travailler ensemble et comment on le fait avec des API. Donc symboliquement, vous voyez bien qu'on peut rejoindre des domaines différents. Et donc il y a des contenus spécifiques, dédiés, assez réguliers, qui ont pour une unique ambition de partager cette culture data de manière transverse au sein de l'Office. Ensuite, une fois que la culture est assise, on va définir des objectifs spécifiques. Donc là, par exemple, typiquement, le plan stratégique est une excellente source pour définir des objectifs business qui sont déclinés de par la stratégie. Ensuite, l'étape 3, ça va être d'identifier les données qu'on va pouvoir utiliser pour atteindre ces objectifs. Donc ça veut dire qu'on doit connaître ces données, on doit connaître la cartographie, on doit connaître les services et leur articulation. Et ensuite, stade final, donc vous voyez, ça n'arrive qu'après, définir l'architecture et les briques techniques qu'on va utiliser pour atteindre cet objectif. Donc vous voyez, il y a quelques prérequis. Si ces prérequis ne sont pas satisfaits, alors on s'expose potentiellement à des couacs plus tard dans la mise en œuvre. Et ce qu'il faut savoir, donc dans l'IT, on appelle ça le left shifting, c'est-à-dire que une erreur, au plus tôt elle est commise, au moins cher elle coûte à être réparée. Au plus tard elle va être constatée, au plus elle va coûter cher. C'est comme dans le bâtiment. Si on fait des fondations de mauvaise qualité, eh bien, quand on aura un problème ailleurs, il faudra revoir les fondations, donc potentiellement casser les murs, ça va coûter très cher. Alors que si on fait les corrections dès le début, dès le départ, alors ça va coûter moins cher. Et donc, au final, on livrera le produit plus vite. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par parler, non pas de stratégie, mais des développeurs, et plus précisément de la développeur experience. La développeur experience, alors pourquoi je commence par les développeurs experience? Il faut savoir que les gens qui vont venir consommer nos services digitaux, dans notre contexte ici, ça ne va pas être des gens qui naviguent sur le web, ça va être des développeurs et qui vont être missionnés pour voir comment on peut utiliser les services de l'OPT sur des systèmes d'information tiers. Et donc c'est eux qui vont dire oui, c'est facile, ça va me prendre tant de temps, ça va me coûter cher. Et donc les sociétés tierces vont rapidement être en mesure de savoir combien ça va leur coûter de reposer sur nos services ou de créer eux-mêmes des services sur nos propres services. Et donc vous voyez que ici, eh bien, il n'y aura pas de mystère. C'est les développeurs qu'il faut séduire en premier pour qu'ils aient envie de venir développer des services pour nous sur nos services. Donc la première étape, donc c'est l'expérience utilisateur, oui, mais pour les développeurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est la développeur expérience, mais c'est un domaine qui est fondamental à notre ère digitale et sur lequel il faut prêter une grande attention. Et donc si vous voyez le troisième point, donc la développeur expérience prend toute son importance dès lors qu'on offre du service en SaaS. Donc le service en SaaS, ça veut dire qu'on offre des services prêts à être utilisés, mais qui nécessitent d'être après customisés par nos clients. Et donc les gens qui font faire ça, ce sont des développeurs. Donc c'est vraiment eux qu'il faut séduire, en interne comme en externe d'ailleurs. Bon, ceci étant dit, je vais donner un exemple concret de ce que c'est qu'un retour de développeur. Et donc là, c'est dans le cadre des partenariats académiques avec l'Université de Nouvelle-Calédonie. Et moi, ça me permet de prendre des feedbacks de la part de développeurs juniors. Donc si un développeur junior est en mesure de développer un produit innovant sans que j'aie à lui expliquer comment ça marche, alors je peux me projeter facilement en disant, eh bien si j'ai un développeur standard, alors ça va aller vite, ça va être facile. Et si j'ai un développeur senior, encore plus. Mais vous voyez qu'avec cette approche-là, je n'ai plus forcément besoin d'un développeur senior, donc ça va coûter moins cher, on va avoir plus de personnes compétentes et donc les services vont être livrés ou intégrés plus vite. Donc c'est parti très concrètement sur un exemple d'un étudiant. Je lui ai demandé de me montrer comment ils avaient utilisé notre plateforme d'API pour construire un produit dessus, dans le cadre des noms de domaine. Voilà le site de Rapid API. Alors, une présentation rapide. Rapid API, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un hub d'API. Et ce hub d'API permet plusieurs choses. Pour les développeurs, ça permet un accès simple pour la consommation des API.
Et côté fournisseur, eux, ça leur permet de partager simplement leur API. Et de cette manière-là, ils peuvent se faire connaître. Et s'ils le décident ensuite, ils peuvent toujours monétiser leur API. C'est comme ils le veulent. Alors, là, on peut voir le site de RapidAPI, notamment Domain NC. C'est cette API que nous avons utilisée, qui est au cœur de notre projet. Pour pouvoir accéder à cette API, là, on peut le voir directement. On a la clé d'API ici. Et si vous voulez copier la clé d'API, bon, vous allez juste aller ici. Puis vous pouvez le copier directement. Mais pour cela, vous avez besoin de vous créer un compte. C'est pas compliqué pour vous créer un compte. Voilà, donc là, il y a une chose remarquable, même deux. C'est la première chose, c'est pas compliqué. Donc ça, c'est fondamental, surtout de la part de notre développeur junior. C'est pas compliqué, ça c'est vraiment la cible à atteindre. Et également la partie, vous créez un compte. Ça veut dire que c'est le client qui se gère lui-même, qui est autonome. Donc ça, ce sont deux facteurs fondamentaux sur le marketplace d'API. On continue. Si vous regardez dans l'endroit ici, bon là je suis déjà connecté, c'est pour ça qu'on peut déjà voir la clé. Mais si vous n'êtes pas connecté, vous avez juste à... La deuxième remarque. Donc si vous n'êtes pas connecté, vous avez juste à. Donc ça veut dire encore, c'est synonyme, c'est la sémantique de la facilité du as a service. On continue. Bon, si vous avez déjà un compte de RapidAPI, vous pouvez juste vous connecter, vous pouvez juste cliquer sur se connecter, sinon vous créez un compte. Et si vous avez un compte GitHub, vous créez directement sur se connecter avec votre compte GitHub. Autre point remarquable. Donc là, on est dans la partie authentification et accès au service. Donc si vous avez un compte GitHub, alors vous cliquez et ça marche. Donc ça, voilà, c'est là-dessus que les étudiants ont tilté, ont accroché. C'est-à-dire que, bon, ils ont venu avec un compte GitHub, mais en fait, ils pouvaient très bien venir avec un compte Facebook, un compte Twitter, un compte Apple ID, un compte de ce qu'on veut. Et donc ça, c'est customisable. Mais vous voyez bien, là, l'expérience et les feedbacks assez naturels de l'étudiant. Tout va se faire automatiquement. Et voilà, le mot de la fin. Tout va se faire automatiquement. Donc ça, c'est vraiment la cible, le critère de succès du marketplace. C'est-à-dire que tout s'est fait, moi, je n'ai pas eu à intervenir. C'est pas très compliqué. Et pour finir, c'est pas très compliqué. Donc vous voyez bien que dans la sémantique, c'est la facilité, l'autonomie du client final qui est mise en avant. Voilà. Donc vous voyez en 1 minute 40 le nombre de feedbacks qu'on peut avoir sur ce genre de plateforme et c'est exactement ce qu'on vise. Donc API first, ça veut dire qu'aujourd'hui la cible, ça va pas être de faire dans ce genre de contexte, de faire des beaux sites web. Le but, c'est de faire des API, donc des programmes, des interfaces interopérables pour que tout à chacun puisse venir les utiliser pour faire un site web, une appli mobile, un client lourd, une intégration dans un logiciel et ce genre de choses, voire des chatbots, etc., etc. Le nombre de cas est vraiment illimité, mais la brique fondamentale, c'est l'API. Donc je vais faire un bref comparatif entre hier et aujourd'hui demain, puisqu'on est en pleine période de transition, donc il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger, d'autres qui sont un peu dans hier, d'autres qui sont dans aujourd'hui et d'autres qui sont en projection sur demain. Donc hier ou aujourd'hui, l'API c'est un petit peu vu comme la conséquence d'un produit final, généralement une application, un site web. On pense à un écran et donc on design l'application un petit peu en fonction. Donc ça c'est hier et aujourd'hui. Demain ça va plutôt être l'API. On conçoit un produit qui a des besoins en entrée, des besoins en sortie et donc on va structurer ça de manière abstraite, il n'y a rien de visuel, c'est plutôt des cas d'utilisation. Hier, on avait des clients externes qui sont nos premiers clients. Bien sûr, les clients externes sont des clients. Mais là, avec l'API, l'OPT sera le premier client de ses propres API. Donc, ce qui va être source d'accélération de livraison de produits. Et donc, au final, le client final sera gagnant. Mais vous voyez bien le mouvement. Ce n'est pas les clients internes qui courent après les besoins des clients externes. Là, ça va plutôt être l'efficacité de l'OPT, la structuration, la vitesse de livraison et les clients externes qui sont livrés mieux et plus vite. Hier, également, la partie documentation. Donc, comme vous avez vu le témoignage du développeur, on documente parfois manuellement le catalogue de nos API. Ça, c'est notre lot quotidien aujourd'hui. Ça veut dire qu'on fait du Confluence, des pages SharePoint, et on les fait à la main, et on les maintient ou pas. Demain, le catalogue sera maintenu automatiquement
il sera interopérable. Et de là, on peut créer d'autres documentations, mais de manière automatique. Également, si on a des documentations automatiques, on peut aussi les interroger de manière automatique. Donc ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ça veut dire qu'on peut avoir des interfaces très innovantes pour savoir où est une API pour gérer les ressources humaines. Je peux poser ma question et j'aurai une réponse. Aujourd'hui et hier, la partie authentification, vous avez vu qu'il tient un rôle important, parce que là, on n'est pas en train de parler d'open data, on est en train de parler de personnes qui vont venir utiliser nos services, et donc il y a une notion d'authentification, et après d'autorisation, mais là, on va se concentrer sur l'authentification. Hier et aujourd'hui, ces accès sont complexes. Ça veut dire que c'est complexe à mettre en place, ça prend du temps, ça dérange des gens, on va dépendre de quelqu'un. Et à développer, ça va être compliqué. Demain, et aujourd'hui pour certaines API, ça va être en self-service, ça veut dire que les gens viennent avec leur identité, éventuellement leur privilège particulier, et ils viennent se servir sur l'API. C'est du self-service. Donc en gros, ils viennent avec leur carte bleue, et ils payent, et ils utilisent. Mais on n'a pas d'action supplémentaire à mener. Ensuite, pour la user experience, hier on était très orienté utilisateur final d'abord, et puis après on court après pour s'aligner. Là, ça va plutôt être un décalage. D'abord, on se concentre sur la performance, les outils qu'on met à disposition des développeurs, et ensuite après, les projets démarrent vite et s'accélèrent, et on livre l'utilisateur final très vite, et on est en mesure de prendre en compte ces feedbacks de manière extrêmement rapide. Ça peut être le temps de moins d'1 heure, par exemple, selon la nature. Donc en fait, on va parler de produits. Là, on parle d'API, mais là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que bon, mon domaine, c'est l'API aujourd'hui, mais avant tout, ce qui compte, c'est le produit. Donc le produit, sa vocation, c'est qu'on doit avoir une question bien posée, ou un ensemble de questions bien posées, très compact, très défini, très délimité. Et une fois qu'on a ça, alors on va pouvoir répondre avec une API et donc après avec un produit. Donc il y a cette partie à vraiment bien designer, bien détourer. Côté client, le but ça va être de venir sur des étagères, sur le marketplace et se servir sur les produits qui auront été conçus en amont et qui pourront être même éventuellement agencés entre eux par le client final, pas forcément par nous. Le produit d'API, sa vocation, c'est de pouvoir permettre le prototypage efficace et rapide par nos clients de nouveaux services. Aujourd'hui, quand on fait une intégration, quand on fait un chiffrage, on n'a pas envie de passer des semaines à savoir si ça va marcher. Et surtout, quand quelqu'un nous dit ça va marcher, on va voir ça, c'est bien infiniment plus percutant de dire ça va marcher et je vais vous montrer un prototype qui fonctionne, qui n'est pas forcément super beau mais qui fonctionne. Est-ce que vous voulez qu'on continue, qu'on investisse un jour, 2 jours ou 3 jours? Puisque là, c'est le genre de durée dont on parle, on parle en jours. Et ensuite, sur ce produit, donc nous, on a imaginé les produits, on les délivre, donc on les déploie. Ça veut dire qu'ils sont accessibles sur des étagères, en rayonnage, on va dire. Et ensuite, on va venir les mesurer. Donc mesurer, déjà, ça veut dire, est-ce qu'il marche bien? Est-ce qu'il marche vite? Si par exemple on dit, si vous venez appeler notre API, on vous garantit qu'en moins de 30 millisecondes, vous aurez la réponse. Ah ben là, c'est un engagement fort, mais c'est à nous de vérifier qu'on suit bien ça et de communiquer dessus, mais de manière automatique. Également, la mesure, le but, ça va être de savoir quels sont nos produits les plus trendy, les plus attirants, les plus sexy pour les clients, pour se dire, bah tiens, là, on a des efforts à mettre parce qu'on veut, c'est un produit qui est très populaire, donc il faut vraiment avoir une qualité extrême. Ou aller creuser ensuite au sein du produit et se dire, ce produit est très populaire, mais pourquoi? Essayer de détourer les zones les plus populaires, les zones les moins populaires, peut-être segmenter les cas d'usage, peut-être modifier les prix de consommation de ces produits pour optimiser nos gains. Ou optimiser l'expérience, la développeur expérience de nos clients. Voilà un petit peu les notions fondamentales du produit d'API. Et concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien voilà, le supermarché d'API, par exemple, là, ça ressemble à ça. Donc c'est un site web. Celui-là, c'est celui d'Orange. Donc on voit que c'est pour les développeurs. Donc c'est vraiment très clairement affiché. Ici, je vois
mes applications, donc ça veut dire que c'est les produits auxquels j'ai souscrit, donc des produits d'API, et on voit que il y a tout un ensemble de notions d'animation, de marketing qui est fait autour des produits d'API pondus par Orange, puisque en tant que client, quand je viens, j'aime bien voir ce que font les autres. Donc là, par exemple, Customer Stories, ça veut dire, j'arrive et je vois ce qu'on fait les autres avec les produits d'API, peut-être que je vais vouloir faire pareil, donc c'est engageant. Le catalogue, donc le catalogue, c'est le marketplace, je vais venir faire mes courses. Et là, on voit qu'il y a différentes catégories. Donc là, vous voyez bien, c'est une segmentation fonctionnelle de nos produits. Par exemple, le paiement, les services financiers, l'Internet, l'IoT, tout ce qui est services conversationnels, par exemple, chatbot, robots vocaux, etc. Par exemple, pour planifier automatiquement des appels téléphoniques sortants, par exemple. Tout ce qui est par rapport à l'identité digitale. Donc imaginons qu'on développe OPT Connect, qui est basé sur Okta, eh bien on pourrait louer nos services d'identité, par exemple, à l'externe, comme le fait le gouvernement de manière gratuite, mais peut-être avec des services supplémentaires. Ensuite, tout ce qui est relations clients, le delivery, donc par exemple tout ce qui est délivré de services ou d'objets, et ensuite plutôt des parties infrastructure. Donc vous voyez, c'est à chaque entreprise de dessiner à quoi ressemble son catalogue. Les solutions de banking, donc là par exemple Eurocard a un portail dédié à distribuer les API sur ses services de paiement pour que des tiers puissent venir s'appuyer dessus de manière efficace et que donc ces tiers deviennent dépendants des services d'Eurocard. Donc par exemple en entreprise, ça veut dire créer des flottes de gestion de cartes de dépenses par exemple, ou intégrer à des logiciels, ou ce genre de choses. Donc vous voyez, ça ils ont gagné un concours, donc là c'est un Portal Awards, donc c'est les plus beaux portails de développeurs créés par des entreprises. Et voilà, et là on retrouve un mot-clé qui est vraiment intéressant, c'est que donc, notre suite d'API rend les choses faciles. Et ça, la facilité, c'est quelque chose qui va revenir systématiquement. Personne n'aime faire des choses compliquées. Donc voilà. Également donc Air France KLM qui permet de distribuer à ses partenaires connexes tous les services et donc ça peut être utilisé par exemple pour optimiser des transports ou ce genre de choses. Plus proche de nos activités, FedEx qui livre aussi sur portail d'API et qui permet, donc là c'est clairement expliqué, donc les solutions FedEx, les processus FedEx de suivi, les rendre intégrables dans les logiciels des partenaires. Donc là, assez simplement, on voit quelques petits exemples. Donc les taux et les temps de transit, la shipping API, donc la shipping API, savoir suivre un colis où est-ce qu'il est. Donc là, vous voyez qu'on on commence à se rapprocher furieusement de notre cœur de métier. Et la track API, pour suivre précisément. Donc nous, par exemple, ce qui fait ça en interne, c'est Sido. Mais Sido, pour l'instant, il n'est pas exposé en tant que tel, en tant que produit d'API externe. Et pourtant, il a un énorme potentiel. Aujourd'hui, nous, notre portail, il est sur Rapid API. Aujourd'hui, et j'ai envie de dire bientôt hier. Donc c'est là-dessus que se sont appuyés nos étudiants et c'est mis en place depuis 2020. Donc maintenant, ça fait quand même plus de 3 ans qu'on expérimente dessus, qu'on livre des API, qu'on diffuse la culture autour de ça. Souvenez-vous, un des premiers slides, c'était la culture data, la stratégie. Et bien voilà, donc avec l'université, les étudiants connaissent le portail et viennent appuyer leurs innovations dessus. Donc ça a été nos premiers clients et puis certaines personnes au sein du bureau pour créer des prototypes innovants. Donc en termes de technique, qu'est-ce qu'il faut retenir comme point remarquable? Donc on va se passer sur ici, la partie technique, c'est que le portail est public. Le portail est public, ça veut dire que je n'ai pas de VPN. Je fais une recherche Google et je trouve les API. Ça, par exemple, voilà, je suis sur Google, je cherche des produits, j'ai une problématique. J'ai une problématique dans mon entreprise. Imaginons par exemple Shop NC qui a besoin de monitorer la livraison
de ses colis, des commandes de ses clients, s'il s'est appuyé sur les services de l'OPT, et bien voilà, il va sur Google, il se dit ah tiens c'est intéressant, qu'est-ce qui a pu être fait sur cette API, ça m'intéresse. Oui c'est vrai, ça marche, il y a un certain nombre d'innovations qui ont été réalisées, et bien je vais venir m'appuyer dessus. Il y a une latence qui est communiquée, qui est pour certaines raisons, donc elle est de 1,5 secondes. Le service est toujours disponible et la popularité, ça veut dire le nombre d'utilisations, est assez haut, 9,2 sur 10. Donc c'est engageant. Donc je vais venir me servir et voir un petit peu comment est-ce que je peux développer mon business grâce à l'OPT. Et ça c'est la phrase clé, c'est comment je vais développer mon business grâce à l'OPT. Un portail unique. C'est-à-dire que je vais venir et je vais voir différents... un endroit unique, je vais avoir plein de produits différents et je vais pouvoir naviguer dedans. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je vais sur notre organisation. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement un portail unique? Un portail unique, ça veut dire que je vais pouvoir venir utiliser des API de domaines différents et me balader et faire mes courses comme ça. Tout est au même endroit, c'est super facile. L'authentification. Donc, l'authentification, en fait, j'arrive avec mon identité et je me log avec mon identité préférée. Et c'est le client qui choisit, c'est pas nous qui choisissons. Nous, on donne un ensemble de possibilités. On dit, ben voilà, ça va être par mail ou par du Facebook ou du Twitter ou du Okta ou du NC Connect. Mais en tout cas, le client a toute l'attitude de venir s'authentifier. Dans tous les cas, s'il veut utiliser les services, l'authentification est requise. Techniquement également les free plans. Donc les free plans c'est super important parce que ça permet aux gens de venir s'entraîner sur nos API et voir ce que ça donnerait. Ça veut dire qu'avec ça, grâce à ça, ils peuvent en quelques minutes commencer à prototyper un produit chez eux. Donc ça c'est fondamental, c'est vraiment ce qu'on appelle les produits d'appel. Et en fait en gros tout le monde fait ça. Les gains. Donc, accélérateur d'innovation, donc les exemples, il y a pléthore d'exemples déjà réalisés à l'OPT grâce à ce genre de technologie, que ce soit des réalisations internes ou par des étudiants ou par des stagiaires. Ensuite, les projets à coût réduit, eh bien, vous voyez bien que plus les gens sont autonomes, au moins on va avoir besoin de ressources pour accompagner les gens, donc les gens vont développer plus vite et donc ça limite les coûts mais également les durées de livraison des produits. En gain, développement de partenariat. Donc par exemple aujourd'hui avec l'université concrètement, eh bien ça fait bientôt 4 ans qu'on fait des stages, des projets tutorés. Et de par la facilité de mise en œuvre de cette solution, à moindre effort, ça me permet à moi de faire en sorte que de jeunes développeurs puissent venir s'expérimenter, mais sur les API de l'OPT. Et donc ça nous a permis de créer des prototypes disruptifs. Par exemple des chatbots connectés à des API sur Discord ou des choses comme ça, des choses que seul on n'avait pas mis en place. Également, souvenez-vous toujours, on diffuse la culture produit d'API. Donc ça c'est un des gains parce qu'au plus on a une culture large et forte, au plus on va être meilleur collectivement. Et également l'innovation interne. Donc là l'innovation interne, une des dernières innovations, ça a été un portail, d'utiliser l'API des partenaires Mobilis sur OPT-NC, mais où en fait l'OPT est client lui-même de ses propres API. C'est-à-dire que moi de mon côté, on a développé une API qui dit où sont les partenaires Mobilis, quelle est leur page Facebook, quelle est leur géolocalisation. Si je vais avec mon smartphone cliquer sur bouton sur aller, je vais aller au partenaire le plus proche. Ce genre de choses. J'ai livré ça comme une API. J'ai donné ces ressources-là à l'équipe responsable de maintenir le portail et le développement Drupal sur le site web s'est fait de manière autonome. Je n'ai pas eu à intervenir davantage et le produit est sorti en moins de 2 semaines. Voilà quelques exemples de ce qui nous concerne aujourd'hui et ce qui existe déjà aujourd'hui. Donc là, petit visu sur qu'est-ce qu'on a comme type d'API. Donc pour l'instant, on n'a que des free plans, mais on voit déjà que quand même, on est assez riche. Vérification des noms de domaine,
on a une API qui peut répondre au client quand est-ce qu'expire un nom de domaine, si un nom de domaine est libre ou pas. Phone Number Validator, ça c'est une API contextualisée à Nouvelle-Calédonie qui permet de dire si un numéro est valide, sa nature, est-ce que c'est un numéro spécial, est-ce qu'il est bien formaté, etc., etc. Donc ça, ce sont des API qui facilitent la vie de nos partenaires ou des Calédoniens. Partenaire mobiliste dont je vous ai parlé, transitaire avec une API qui dit où sont les transitaires quand on veut faire du dédouanement par exemple. Donc vous voyez, ce sont des choses qui sont assez atomiques, des fois qui peuvent sembler anodines, tout bêtes, mais ce sont ces choses qui simplifient la vie des intégrateurs et à la fin des consommateurs. En termes de disruption interne, une fois qu'on a des API, on peut monter en strat assez rapidement sur de l'innovation et parfois sur de l'innovation disruptive. Donc là, je vais vous projeter rapidement une partie de ce genre d'innovation. Donc, qu'est-ce qu'on a réussi à faire comme innovation sur, par exemple, l'API de suivi des colis? Donc, on a fait un chatbot Discord où directement on lui demande où est mon colis temps et Discord répond, le bot Discord répond qu'il est à tel endroit, dans tel état, etc., etc. Donc ça, ce sont des choses disruptives. On utilise des plateformes annexes. Donc qu'est-ce qui est disruptif sur Discord? C'est que c'est utilisable sur un téléphone mobile, sur une console de jeu, sur un PC, sur une tablette. Donc on voit qu'on arrive à relier les plateformes entre elles. Autre disruption qu'on a réalisée, c'est sur Domain NC. Donc Domain NC, eh bien maintenant on a une application mobile très belle qui permet d'utiliser les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie. Et ce n'est pas nous qui l'avons développé. Donc à quoi ça ressemble? Concrètement, voilà. Il y a une appli mobile. Et c'est une interface, à mon sens, disruptive, qui marche sur Android et qui peut marcher sur Apple, et qui permet d'avoir une expérience utilisateur vraiment optimale, au bout des doigts, pour découvrir un nom de domaine. Aujourd'hui, les noms de domaine, ça ressemble plutôt à ça. Voilà. Donc là, avec l'API, qu'est-ce qu'on a pu avoir? Une appli mobile qui tourne et qui est utilisable. Voilà. Donc ça fait partie des innovations qui sont possibles par des tiers. Ensuite, on va faire quelque chose d'un petit peu disruptif également. Un agent basé sur de l'intelligence artificielle, mais qui va être autonome. Donc le but de l'agent autonome, c'est qu'avec des programmes, on va permettre d'avoir des conversations vraiment naturelles, mais avec un agent qui va venir utiliser les services de l'OPT. Donc en fait, c'est comme si on avait un chat GPT, mais qui savait utiliser les services de l'OPT et faire des réponses contextuelles. Donc à quoi ça ressemble très concrètement? Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, je veux savoir mon colis numéro temps. Voilà. Donc là, nous avons un cas métier assez simple. Je pose une question en langage naturel, donc là, je la pose en chat, en texte. Il faut savoir que si on veut injecter de la voix, c'est la même technique. Donc, je vais sur le portail des services costauds et je vais faire. Voilà. Archivé. Mais à l'époque, il était pas. Donc là, ce que je viens de dérouler, c'est un cas d'utilisation qui a été prévu par l'OPT, bordé, cadré, etc. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est une approche disruptive, c'est-à-dire je vais sortir des limites prévues et je vais voir ce que quelqu'un peut faire dès lors qu'il dispose d'une API pour créer de nouvelles expériences utilisateurs. Donc vous voyez que là, on fait le lien. Là, je suis en train de vous montrer du code. On est dans la Developer Experience. Et maintenant, je vais me projeter dans la User Experience, c'est-à-dire je vais venir utiliser un nouveau produit qui est disruptif de par son expérience utilisateur.
utilité pas archivée, donc pareil, on entre dans l'exécution de la chaîne, donc l'agent prend en considération la question. Donc là je parle d'un agent, c'est un agent d'intelligence artificielle que j'ai programmé et que j'ai équipé d'outils très spécifiques en lien avec l'OPT. Et ensuite, je lui donne des missions, des actions, des challenges, et il va les résoudre en toute autonomie. Donc c'est pour ça, agents autonomes sont des agents qu'on va venir challenger avec des questions surprises, etc. Donc on pose en entrée, et c'est là que c'est très rigolo. Donc on interprète la question. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle qui déroule son raisonnement. Parce que pour débugger, pour trouver des problèmes, il faut comprendre comment réfléchit l'intelligence artificielle, parce qu'il faut qu'on l'aide. Donc la question est de savoir où est un colis spécifique. Et il se dit, je devrais utiliser getColisStatus pour avoir la réponse. GetColisStatus, c'est la fonction qui utilise l'API en direct. Voilà. Donc là, on a créé un outil pour une intelligence artificielle. Mais le prérequis pour cet outil, vraiment le noyau dur de cet outil, ça va être l'API et l'API publique. Donc c'est ce qu'il va faire. Il utilise la fonction. En entrée, il a vraiment compris le mode d'emploi. Il prend le numéro de colis qui a été fourni en entrée et il appelle la fonction et il a sa réponse depuis l'API. Le colis est en Nouvelle-Calédonie. Votre courrier a été livré. La réflexion interne de l'intelligence artificielle, donc là on rebascule en anglais, vous voyez bien que le langage n'a plus aucune, la langue n'a plus aucune importance. On est vraiment sur de la sémantique et non plus sur le langage. Donc on veut une réponse en japonais, on a la réponse en japonais, c'est pas un problème, c'est pas un développement lourd. Donc le package avec la Litan est en Nouvelle-Calédonie et a été livré. Donc là vous voyez qu'il y a une interprétation entre l'information qu'on a donnée et l'intelligence artificielle pour répondre au plus près à la demande. Et final answer, le paquet a été livré en Nouvelle-Calédonie. Fin. Alors là, la surprise que... Voilà. Donc ça, c'est disruptif. C'est un produit qui a été créé sur nos services. Donc ça peut être transformé en chatbot, un chatbot connecté et intelligent, sur nos services et de manière disruptive. Donc vous voyez bien que ce cas est multipliable, j'ai envie de dire, presque à l'infini en fait. Et ensuite, après, on peut faire d'autres innovations très pratiques, de la data visualisation, des sites web, etc. Ou également des bots d'alerte, par exemple, sur l'expiration des noms de domaine, c'est-à-dire que on a un robot qui vient et qui regarde et qui nous dit attention, dans 7 jours, votre domaine va expirer, donc menez une action. Donc ça, à nous de voir si on veut le délivrer de manière gratuite, payante, si on veut mettre du service d'alerte, etc., etc. Donc oui, il y a tout un écosystème de services, mais après qui sont très faciles à développer. Donc vous voyez, alors évidemment, on ne fait jamais rien sans risque. Les risques aujourd'hui, ça peut être l'innovation disruptive hostile, c'est-à-dire que l'OPT va mettre en place des API, va développer des services disruptifs qui vont complètement chambouler le paysage de nos services, mais de manière telle en fait que nos services vont sembler obsolètes et que d'autres qui sont venus construire de nouveaux services sur nos API vont sembler eux être beaucoup plus efficaces. Donc par exemple le chatbot que je vous ai montré, ça c'est disruptif mais ça n'est pas hostile. Et donc ça va être à nous de veiller à ça, de bien pouvoir d'avoir une stratégie, mais une stratégie data de service pour dire qu'est-ce qu'on peut prévoir, qu'est-ce qu'on peut ne pas prévoir. Et donc vraiment se concentrer là-dessus et entre guillemets veiller au grain. Donc là vous voyez qu'il y a une part de stratégie importante. En même temps, et si on ne permet pas l'innovation, les gens ne viendront pas. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver entre les deux. Également le risque c'est de ne pas fournir de free plan. Donc si on n'a pas de free plan, ça veut dire pas de plan gratuit pour venir utiliser nos services. On ne gagnera pas de traction. Moi-même, je n'utilise pas les API qui n'ont pas de free plan. J'innove surtout sur des API qui me permettent d'avoir 5 ou 6 appels, parfois 10 appels par jour, gratuitement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental parce que sinon, les gens ne viennent pas. Je l'ai expérimenté moi-même. Également, le risque de ne pas avoir de produit d'appel. Il y a des produits qui vont sembler peut-être bébêtes. Valider un numéro de téléphone et avoir des informations enrichies, c'est pas passionnant, c'est pas très intelligent. Eh bien si,
Ce sont des produits d'APL qui permettent d'assumer des cas métiers concrets, et c'est à nous de montrer en quoi ils ne sont pas bébêtes. Et ça crée une habitude de venir, tiens, alors qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a dans ce marketplace? Tiens, il y a ça, tiens, je vais venir l'intégrer. Et puis après, par capillarité, voir qu'est-ce qu'il y a autour de ces produits d'appel. Un exemple concret, produit d'appel, on a une API qui dit si un numéro est valide ou pas. Autour, on a une API qui dit si un numéro est attribué oui ou non à quelqu'un. Et puis après, la version supérieure, c'est je donne un numéro et on me dit qui est derrière le numéro. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des périmètres qui peuvent augmenter avec des stratégies de prix, d'accès différents. Pour finir, en lien avec pas de produit d'appel, quand on est dans un marketplace et qu'il n'y a rien, l'effet magasin vide, il peut y avoir un ou deux produits, ils ne vont pas être valorisés et donc on n'aura pas de traction. Donc l'objectif ne sera pas atteint. Maintenant, dans la stratégie portail, il y a plusieurs aspects, plusieurs façons de le faire. Comme vous avez vu, je vous ai montré FedEx, Eurocard, Air France, KLM. Nous sommes pour l'instant silotés en BU. Donc il y a deux stratégies. C'est est-ce qu'on fait un portail par BU? Et donc il faut savoir qu'un portail, ça se développe, ça se maintient. Donc si on fait 3 portails, il y a 3 projets de maintenance. Et les impacts sur le build run. Également le paiement des services, il y a plusieurs façons de le faire. Aujourd'hui, on peut soit payer directement sur la plateforme, je m'inscris sur le marketplace, je mets mon numéro de carte bleue et je paye, ou alors ça va être chaque produit d'API qui va embarquer son système de paiement avec elle. Donc les deux ne sont pas concurrents, mais selon les cas, on peut basculer de l'un à l'autre. Donc c'est un choix à faire. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme API existante? On en a déjà une très belle collection. Les numéros de redet, donc ça c'est une API enrichie qui fournit une expérience développeur vraiment très intéressante autour des redet avec les entreprises, les établissements, des liens vers les communes qui sont précis, des codes communes précis, exacts, checkés, intégrés. Donc c'est super facile d'interagir avec les redet. Les pharmacies de garde, ça c'est des données qui sont récupérées par différentes sources d'annuaires et qui permet de dire, bon ben voilà, mon enfant est malade ce week-end, quelle est la pharmacie et où? Et j'ai la réponse en API. Donc ce sont des choses qui sont très pratiques et qui sont source pour attirer des clients. Le validateur statique de numéro de téléphone, avec des règles propres à la Nouvelle-Calédonie. Les transitaires, j'en ai déjà parlé. Les BP, savoir dans quelle commune, où sont les BP. Le temps d'attente en agence, qui est servi en API. C'est-à-dire que quel est le temps d'attente à la poste centrale, je peux le savoir par API et donc faire des applications mobiles, faire ce genre de choses. Suivi de colis, évidemment, les offres d'emploi de l'OPT qui sont également servies en API, les partenaires Mobilis et les noms de domaine que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous voyez déjà, on a une collection qui est déjà bien riche et parfois avec des comptes qui permettent des innovations très importantes. Maintenant, précédemment, je vous ai montré Rapid API. Et je vous avais promis Apigee. Donc voilà, ça, c'est une visualisation du portail que permet d'implémenter Apigee. Et donc, vous voyez les produits d'API qui sont sur étagère. Et on a commencé à positionner des domaines. Donc là, c'est un prototype qui est en cours de développement, qui va permettre de construire des idées et de s'organiser en projet. Et vous voyez qu'il y a les domaines, comme sur le portail de Orange, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a différentes catégories. Donc du bancaire, les partenaires, du postal, des données publiques, tels que les redet, ce sont des données publiques, du télécom, par exemple, pour valider le numéro de téléphone, et puis du non catégorisé à travailler. Donc vous voyez, ce sont les premiers exemples. Et ensuite, sur le portail d'API, on a le trafic. Quelles sont les API les plus attendues, les plus utilisées, le top 10 des produits les plus populaires. On peut avoir les temps de réponse, on peut avoir les performances, bien sûr. Donc ça sont des indicateurs qui sont réutilisables et qui doivent permettre de créer des stratégies adaptées à partir de la donnée. API candidate, donc ici ce sont des API qui pourraient être déployées dans un futur très proche, qui ne nécessitent pas forcément une grande complexité de mise en œuvre, mais qui nécessitent plutôt d'avoir une stratégie data. Et ensuite après on pourrait dérouler. Donc là je vais vous les citer, par exemple les forfaits. Alors les forfaits télécom, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait l'idée c'est... Ah oui.
Voilà. Donc les forfaits télécom, c'est un exemple. L'ambition de cette API, ça serait de livrer ces informations, la gamme forfait M, les forfaits bloqués, tout ça, tout ce contenu par API. Et donc par exemple dans la gamme forfait M, savoir par API que c'est 1 giga, que c'est 1000 francs, que c'est 5 gigas, que c'est 3000 francs, etc. Alors ça peut sembler bébête, on a les informations ici, mais concrètement, qu'est-ce qu'on voit ici? Choisissez, comparez et trouvez l'offre adaptée à vos besoins. Et bien là, si on avait une API, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Ici, en bas à droite, un chatbot dit « Je cherche un forfait. » Oui, bonjour, quelles sont vos habitudes? Oh, ben moi, je suis jeune, j'ai 18 ans, voilà. Et grâce à l'API, de la même manière que je vous ai montré le chatbot de suivi des colis, on peut faire des propositions circonstanciées avec de la data et rediriger vers l'offre qui peut être parfois dans certains endroits pléthorique et donc avoir un steward pour arriver au bon endroit et donc finaliser l'achat. Donc ça, bah le point d'entrée, c'est l'API. C'est le plus simple. Éligibilité fibre. Donc, bénéficier de la fibre, il me semble que ça se passe par ici. Donc l'idée, ici, ça va être de livrer ça en API et que les gens puissent construire des sites ou des applications pour automatiser ce processus de validation. Est-ce que je suis éligible ou pas? Donc vous voyez ici, servir ça en fait par API. Donc ça semble pas très compliqué et pourtant c'est un cas d'usage qui est très pratique. Et là pareil, on va faire un exemple. Je vais mettre n'importe quoi. Hein. Donc là, je demande si je suis éligible à la fibre, je donne un numéro de téléphone. Voilà. Bon, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas ma réponse. Ok. Bon, bah, j'ai pas ma réponse. Donc là, il va falloir que je clique, l'expérience utilisateur, vous voyez qu'elle peut être améliorée. Si j'ai un chatbot, j'ai ma réponse tout de suite, en quelques secondes. Donc voilà, ce n'est pas un gadget, ça peut accélérer énormément les choses. Et donc si j'ai ma réponse, bah, typiquement, j'ai pas besoin d'appeler l'OPT, puisque j'ai déjà eu ma réponse. Check d'attribution. Donc là, c'est pour, je rentre un numéro de téléphone et il me dit s'il est attribué. Ça peut sembler bébête, mais pour nos partenaires et pour nous-mêmes, ça leur permet de valider l'entrée de nouveaux clients des numéros valides et attribués. Donc ça veut dire qu'on améliore les systèmes d'information, par exemple de la CAFAT ou autres partenaires, ou même nos propres numéros, nos propres saisies. Un des plus sexy des API, c'est Mobitag. Donc là, par exemple, par API, envoyer des SMS, 5 SMS gratuits par jour, par personne. Donc ça serait super cool. Et voilà, donc après, ben, énormément d'autres possibilités. Hein. Consommation du forfait par API, 10-12 par API, donc avoir l'annuaire. Pour le postal, des cas d'usage très classiques. Le contrôle d'adresse, est-ce que mon adresse est valide? Je saisis, me dit oui, non, et donc j'améliore l'entrée des données, mais vraiment tout à fait à la gauche du processus. Donc c'est vraiment important. Et puis, bien sûr, le suivi complet de livraison des colis avec des API bien raffinées autour de Sido, qui constitue selon moi une vraie mine d'or. Donc les API candidates par exemple sur la géoloc, ça ce sont des cas d'API qui sont assez courants, comme on verra un tout petit peu après. Mais par exemple je rentre un point GPS et on me dit quelles sont les adresses qui sont autour. Donc ça c'est bête et méchant mais c'est très pratique. Contrôle d'adresse, donc je rentre une adresse et le système me propose par API les adresses qui matchent bien et qui sont justes. La justesse, c'est vraiment un point capital. Donc, par exemple, à la Poste, ils ont packagé ces offres-là de contrôle d'adresse. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est pas avec ça qu'on va devenir riche. En revanche, on peut améliorer les processus de nos partenaires et nos propres processus grâce à la qualité de données. Donc là, par exemple, on a le plan freemium. Donc, vous voyez l'importance
du plan freemium. Donc c'est gratuit à condition d'être en dessous de 2000 appels par semestre, ce qui est déjà vraiment important. Et le pack sérénité. Donc là, c'est 50 € par mois. C'est illimité. Et il faut rentrer en contact avec la Poste pour souscrire à un contrat particulier. Donc voilà le genre de modèle dans lequel on peut très concrètement se projeter à l'OPT. Et donc là, Okapi, en fait, c'est le portail d'API de la Poste en France. En termes de monétisation, comment est-ce qu'on monétise une API? Eh bien, en fait, comme j'ai envie de dire, tout service, sauf que l'idéal, quand même, c'est d'avoir de la donnée en input. Donc là, par exemple, le cas de Mobitag, donc on a les données, on sait comment les gens utilisent aujourd'hui Mobitag, donc qui est un service gratuit. Et donc, on va se dire comment les gens utilisent notre service. Sur le cas des Mobitag, donc toujours le plan freemium, par exemple, 5 SMS gratuits de moins de 100 caractères par jour. Je peux faire des tests, ça me suffit en tant que développeur pour faire ce genre de test. Ensuite, le pack SMS inférieur à 160 caractères. Donc là, on paye, on achète des lots de SMS et c'est déjà vraiment bien et confortable pour automatiser des traitements en entreprise ou de l'OPT pour l'OPT. Et ensuite, le pack SMS long. Donc on a les features pour envoyer des SMS en un bloc, en un seul coup. Donc là, ce sont encore d'autres besoins métiers, d'autres prix, d'autres contraintes, d'autres contrats. Donc par exemple, voilà, 320 caractères. Et puis le pack SMS week-end, donc je vous ai dit, on a pu envoyer en masse des SMS le week-end, là où on semble être moins sollicité, et bien en profiter pour faire de l'activité et faire entrer des transactions. Voilà, on est arrivé à la fin de cette démo, vraiment de bout en bout de ces explications de ce qu'est l'API Marketplace. À quoi ça ressemble? Donc je vous avais promis. À quoi ça ressemble un portail développeur? Donc si on va sur ce site, eh bien on peut trouver l'inspiration pour voir quels sont les portails qui ont été nominés, des exemples. Du commerce, qu'est-ce qu'on a qui pourrait se rapprocher? Ah ben voilà, du bancaire, ABN AMRO. Ou encore mieux, tiens, Spotify. Voilà, donc Spotify, c'est du SaaS. C'est un player SaaS. Et leur but, c'est de dire, bon ben voilà, on a des super produits, venez utiliser nos API et créer de nouveaux produits, mais qui dépendent de nos produits. Voilà. Des articles par rapport à Apigee que je partagerai en commentaire. Le contenu, donc je vous encourage à aller sur Apicionado. Donc là, c'est sur notre Viva Engage interne. Donc là, je rappelle, hein, c'est culture data, culture API, pour que collectivement, on avance sur ce sujet et qu'on soit formé. Voilà, donc là, c'est Apicionado. Et également, donc ça c'est le site, hein, mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc il suffit de s'abonner et on sera au courant de ce qui se passe autour des API. Et on peut également évidemment proposer des idées d'innovation. Notre organisation en termes de blogging, la démo du suivi de paquets avec suivi de livraison avec un agent autonome basé sur de l'IA, sur OpenAI. Donc en gros le chat GPT des colis, si vous voulez être un peu heurter les esprits. La stratégie data, donc ici c'est un contenu vraiment spécifique que j'ai créé et qui est lié à la stratégie data, les risques, les choses à mettre en place, des contenus dédiés, par exemple du SIGREF, comment certaines sociétés ont mis en place ces stratégies. Voilà, donc ça c'est tout un ensemble de contenu et je vous encourage à aller le découvrir. Et donc là, vous retrouverez cet extrait que j'ai mis en début de présentation. Et avec les différentes innovations, les risques, et tout ce contenu est disponible directement en ligne. Ensuite, un peu de data vis qui avait été mis en place sur Talanoa. Donc ça, c'était sur les noms de domaine qui sont également servis par API et qui ont été mis en œuvre. Talanoa 2022, en fait, hein, c'est le premier élément du Pacific Data Hub
Donc c'est lié au Pacific Data Viz Challenge, donc ça avait été une intro au Pacific Data Viz Challenge de sa première édition l'année dernière. Et également API Marketplace et Open Innovation avec les étudiants de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un contenu qui a été... Voilà, c'est la vidéo que je vous ai montrée avec les feedbacks des développeurs juniors. Et donc vous voyez ici toute la création du projet et à quoi ça a mené. Voilà. Donc ce sont des collaborateurs externes. Le plan d'action, donc il va être répétitif un petit peu sur chaque API. Donc définir la stratégie sur le portail, la segmentation, identifier les produits d'API, segmenter les plans comme je vous ai montré, les tailles des messages, la fréquence, la nature des messages, et ensuite la livraison de ces produits bien segmentés, bien alignés avec notre stratégie data et avec les feedbacks de développeurs pour être sûr que ce qu'on va délivrer va être efficace et facile à être intégré. Et ensuite, bien sûr, la communication. Voilà, ça clôt l'introduction assez musclée, il est vrai, du portail d'API Marketplace avec APG et l'univers Google qui va être source d'énormément d'innovation et d'accélération de livraison de nos services et de qualité. Voilà, merci, et puis n'hésitez pas à donner vos feedbacks si vous avez des questions, si vous avez des idées, eh bien rendez-vous sur Viva Engage ou alors passez au GLIA, passez à Copernic, nous livrez vos idées et on échangera ensemble et c'est comme ça que les choses se font le mieux et qu'on crée une culture data. Merci, au revoir.